Bon, bah, on va tous s'installer, on va commencer. Bonjour à tous. Ah, vous m'entendez ou pas? Oui. Ah. Bon, bah, merci d'être venus et bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont là parmi nous. On va donc commencer par vous présenter d'abord le programme. Alors, on va faire une petite introduction pour présenter les développements de l'Institut qui a aujourd'hui un peu plus de 3 ans et demi. Et on passera ensuite à la table ronde avant le cocktail que tout le monde attend avec impatience. Donc, hop. Je me familiarise, c'est bon. Donc, je te passe la main. Je m'appelle Véronique Bouchard, je suis la fondatrice de l'Institut. Donc, c'est moi qui suis aussi l'historienne de l'Institut, qui a été fondé en 2020. Alors, pourquoi il a été fondé? Parce que j'ai quitté Lyon en 2017 et j'ai découvert qu'à Paris, tout le monde était en ébullition. Chaque grande entreprise lançait son programme d'entrepreneuriat. Et ce que je constatais, c'est que on assistait on observait des problèmes récurrents, on constatait des erreurs récurrentes, et en fait, il manquait un lien entre la recherche, puisqu'en fait, il y avait déjà beaucoup d'expérience en entrepreneuriat qui a été formalisée à travers la recherche, et tout ça n'était pas à la disposition des praticiens. Donc, mon idée, ça a été de créer un pont entre la recherche et les praticiens. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer l'Institut de l'entrepreneuriat. Donc, ma mission, à l'époque, c'était d'accélérer la professionnalisation des acteurs de l'entrepreneuriat. C'est devenu, puisque après, l'Institut a été beaucoup construit durant la période du Covid, avec un fort questionnement autour des questions du travail de demain. Et donc, on a un petit peu élargi le champ de la réflexion et la mission à penser le travail de demain. Donc, très rapidement, l'Institut, il a 4 jambes. Oui, ça existe. Certains en ont 8. Nous, on en a 4. Donc, on est un centre de recherche appliqué, qui se concentre sur l'observation des pratiques. On est une plateforme, un site accessible à tous qui regroupe beaucoup de productions, que ce soit des articles, des tables rondes, des vidéos de tables rondes, des livres blancs, donc un grand catalogue en fait de ressources sur l'entrepreneuriat. Mais on est aussi une communauté apprenante, et vous faites partie de cette communauté apprenante. Et finalement, on offre également des prestations de conseils, d'accompagnement, de formation autour de l'entrepreneuriat. Donc ces 4 activités, évidemment, sont en synergie les unes avec les autres. Parfait. Merci, Véronique. Nous centralisons la connaissance sur l'entrepreneuriat et la rendons accessible sur notre site. Nous créons les référentiels et le socle méthodologique du domaine en collaboration avec les membres de la communauté apprenant. Nous orchestrons un riche écosystème constitué de chercheurs, praticiens et autres experts pluridisciplinaires. Et nous sommes très, très contentes de compter plus que 90 membres. Mais bien sûr, parler de professionnalisation, ça n'a de sens que dans une dynamique collective, c'est-à-dire en gros s'il y a une reconnaissance sur le marché du travail. Donc à l'Institut, on travaille aussi énormément à l'acculturation, à l'entrepreneuriat. Et tous nos travaux de recherche ont pour objectif autant d'agir sur le terrain que de l'analyser. Donc, c'est pour ça que dans notre site et dans notre plateforme, vous pourrez trouver toute la recherche qu'on a centralisée. Donc aujourd'hui, plus de 180 ressources sont disponibles. Et puis, on met aussi en place, petit à petit, se sont mis en place plusieurs solutions suite aux échanges avec notre communauté apprenante. Alors, on va rentrer, ça c'était juste une introduction pour savoir pourquoi on est là et de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'était l'Institut de l'entrepreneuriat? Maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus sur ce qu'est le centre de recherche et nos méthodologies. Et avec, évidemment, Véronique Bouchard, qui est la fondatrice et présidente de l'Institut de l'entrepreneuriat. Et surtout, la chercheuse de l'entrepreneuriat depuis plus de 24 ans maintenant.
et donc depuis les années 2000, et aussi professeur à Lyon en stratégie et transformation des organisations depuis 2000 aussi, depuis 24 ans aussi. Merci Sylvie. Alors, on travaille sur un sujet qui est pour moi passionnant, très pertinent, qui est l'entrepreneuriat, mais on le fait aussi d'une manière qui est à la fois passionnante et pertinente, je crois. Donc moi j'appelle ça la recherche lean. L'idée c'est vous savez peut-être que quand un chercheur décide de se lancer une étude, entre le moment où il décide qu'il veut le faire et le moment où il est publié, à votre avis il se passe combien de temps en management typiquement? Il peut se passer combien de temps pour que un chercheur soit publié dans une revue classée, qu'il soit lu, etc. Combien? Non, c'est plus que ça. Donc vous pouvez compter 3 ans facilement. Okay, donc ça fait un cycle qui est quand même très long. Et notre ambition à l'Institut, c'est de raccourcir énormément ce cycle. Donc on a des cycles qui sont entre 6 mois et 1 an. Donc comment on fait ça? D'abord, on a accès à des terrains. On est très chanceux puisqu'on a une communauté très forte qui comprend plein de responsables de programmes, plein de prestataires qui ont des accès à des responsables de programmes. Donc quand on veut faire une recherche, on a accès facilement au terrain, ce qui nous permet d'observer. Donc nous, on travaille sur les pratiques. On observe les pratiques, on les évalue, on les modélise. Et puis quand on a compris comment ça marche, quand on a compris quels étaient les problèmes, à ce moment-là, on donne ces résultats, on partage ces résultats, on fait des préconisations et on le partage par des moyens très simples qui peuvent être d'abord un webinaire, ensuite un petit article, un co-article, ensuite un livre blanc. Donc tout ça, ça se fait en 6 mois, 1 an. On peut assez facilement répondre à des problèmes qui sont d'ailleurs posés par les membres de la communauté apprenante, par les gens qui s'intéressent aux pratiques d'entrepreneuriat. Donc on s'attache à des problèmes qui les intéressent et on essaie de leur fournir très rapidement des réponses. Ce n'est pas forcément des solutions, mais en tout cas, c'est des éléments de réponse. Voilà. Alors, vous tous qui êtes ici, vous pouvez nous aider, vous pouvez contribuer à notre recherche très active, très vivante, par exemple en acceptant de participer à des enquêtes. Donc je sais que certains d'entre vous ici l'ont fait très volontiers. On a fait une grosse enquête sur le ressenti, sur le vécu des intrapreneurs. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont contribué. Vous pouvez aussi partager vos questionnements, donc nous contacter, nous dire on se pose cette question-là. Est-ce qu'on peut faire une recherche là-dessus, une enquête là-dessus? Oui, pourquoi pas. On coproduit des ressources, donc vous verrez que beaucoup des ressources que vous retrouverez sur le site ont été coécrites, coproduites, par exemple avec Make Sense, par exemple avec School Lab, avec différents acteurs qui ont à cœur de contribuer à la recherche, qui aiment formaliser, qui aiment partager leurs connaissances. Donc on peut à tout moment produire des articles ensemble, des livres blancs et également des études de cas très intéressantes. Disons que l'étude de cas, c'est un très bon moyen d'apprentissage, à mon avis. Donc, si vous voulez qu'on mette en forme un cas que vous connaissez, que vous avez expérimenté, qui peut servir soit dans des écoles, mais aussi dans le cadre de vos universités d'entreprise, par exemple. Et puis, évidemment, vous pouvez financer un projet de recherche ou une chaire de recherche. Surtout, ne vous gênez pas. Donc, vous serez les bienvenus. Alors, le gros projet qu'on a en ce moment, enfin le projet que moi, qui m'occupe beaucoup, c'est l'encyclopédie Encyclopedia of Corporate Entrepreneurship. Donc, j'ai été contactée par Elgar, qui est un éditeur scientifique plutôt prestigieux, pour donc être l'éditrice en chef de cette encyclopédie. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà accepté d'écrire des entrées dans l'encyclopédie. Si certains d'entre vous sont intéressés par cette démarche, vous pouvez également nous contacter. Voilà. Je vais prendre la main. Donc je présente Sylvie. Bon, Sylvie, qui ne connaît pas Sylvie? Bon, donc Sylvie, alors
comment on peut faire l'histoire courte ou l'histoire longue? On va faire l'histoire courte. Donc, Sylvie a fait un executive MBA en 2019. C'est ça. Et elle a écrit son mémoire sur l'intrapreneuriat, suite à quoi on est devenus un peu inséparables. Et donc, elle s'est engagée avec beaucoup de générosité, beaucoup de talent, à côté de moi dans la création, la fondation de l'Institut. Et en particulier, c'est elle qui a eu l'intuition et la capacité à créer le réseau qui est la force de l'Institut. Donc, merci Sylvie d'avoir fait ça. C'était vraiment c'est une jolie présentation là. Voilà. Donc, grâce à Sylvie, on a ce réseau très fort qui nous caractérise. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, elle est consultante en innovation, elle est formatrice, etc., etc. On va justement parler de cette communauté apprenante qui s'est construite de manière complètement organique, petit à petit. Et d'abord à Paris, là, avec cet événement, justement, on essaye de la faire grandir sur Lyon. Et elle commence aussi ses premiers pas à l'international. Alors, la dynamique au cœur de cette communauté est surtout la pluridisciplinarité. On a commencé avec des chercheurs, des entrepreneurs, des entreprises, et évidemment, la logique de l'entrepreneuriat étant systémique, on est allé aussi chercher de plus en plus des RH, des juristes, pour penser avec nous le travail de demain. Alors, concrètement, comment on intègre la communauté, vous allez me demander? Eh bien, assez facilement. Tout s'est toujours fait par contribution. Donc, intégrer la communauté, c'est participer ou à des enquêtes, à la recherche, ou alors participer juste à partager ses données ou ses problématiques. Et coproduire aussi, ça peut aller jusqu'à coproduire des livres blancs, des webinaires. Donc en gros, c'est réfléchir ensemble et donner de sa force de travail, de ses méninges. C'est à peu près ça pour le début. Et après, ça peut donner beaucoup avec certains d'entre vous. Vous savez, ça peut donner des collaborations et des coopérations encore plus riches. Le bénéfice, d'abord des mises en relation, des valorisations aussi. On l'a dit un tout petit peu en amont, notre objectif est d'acculturer aussi à l'entrepreneuriat et notamment le faire connaître sur le marché du travail, valoriser les entrepreneurs et les acteurs de l'entrepreneuriat. Donc, c'est des valorisations communes, des mises en relation et, je l'ai dit, des coproductions et des coopérations. Au fil des ans, on s'est mis en place une méthode de travail en commun, puisqu'on est passé de réfléchir ensemble à produire ensemble et à travailler ensemble et à trouver des solutions sur le terrain. Et cette méthode s'est créée Institut et Innovi. Alors Innovi, c'est mon autre entreprise qui aide les entreprises, les grandes organisations à se transformer et notamment à intégrer la logique d'exploitation et la logique d'exploration. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Et ça donne une méthode de travail qui est celle, je vais vous donner un seul exemple. Par exemple, un exemple de coopération. Donc, en fait, au début, on co-définit. Donc, c'est une méthode de coproduction qui part de la réalité de l'entreprise, donc de l'existant, pour trouver ensemble un mode de fonctionnement et aboutir à une solution 100% sur mesure qui va être significative, significative pour l'entreprise en question, qui va être réaliste et puis surtout, et c'est l'objectif, durable. Donc on se met d'accord sur les enjeux sous-jacents du problème, les objectifs. Donc en gros, on s'aligne sur quel est le problème et comment on va le traiter. On sait surtout aussi mobiliser des expertises. On a la chance d'avoir une riche communauté, donc on va puiser dedans. Ensuite, on fait la conception du programme, des solutions qu'on met en place. Ensuite, dans la mise en œuvre, on va justement piloter les parties prenantes qu'on aura mis en place pour que chacun soit focalisé sur l'essentiel et que le parcours, en tout cas le programme qui est mis en place, soit optimisé. Pendant la mise en œuvre,
On va s'assurer évidemment que toutes les parties prenantes sont alignées et notamment s'il y a des ajustements à faire, à les faire. Et surtout à la fin, on termine par un co-diagnostic qui nous permet donc de réajuster, de pivoter ou pas la solution en question, mais surtout des opérations de co-valorisation, puisque les apprentissages de ce mode de fonctionnement, on va bien évidemment, ça va être l'objet d'une communication conjointe. D'ailleurs, je ne vais pas aller plus loin, c'est la méthode qu'on applique à la fois dans nos programmes de formation, mais aussi d'accompagnement à la mise en œuvre d'entrepreneuriat, mais aussi de certification, d'évaluation. Enfin, les solutions se sont mises en place au fur et à mesure des demandes communiquées avec la communauté. Et je ne vais pas en dire plus, je vais appeler un membre de la communauté. Clara, où es-tu? Et donc, Clara a beaucoup travaillé avec nous sur la certification des intrapreneurs, une problématique de beaucoup d'entreprises, de valoriser les compétences que les intrapreneurs développent lors de leur parcours d'intrapreneuriat. Et donc, je vais la laisser, elle, nous dire pourquoi. Est-ce que Clara, alors Clara, qui est-elle? Clara est la directrice de l'entrepreneuriat chez School Lab. Avant cela, elle a accompagné plus d'une centaine d'intrapreneurs, donc c'est une personne de terrain, et qui met depuis quelques années l'impact au cœur de ses missions, puisque après avoir accompagné des entrepreneurs, elle a ensuite mis en place un incubateur à impact pour Orange, et aujourd'hui, puis son entreprise, et aujourd'hui, elle accompagne des intrapreneurs. Et elle a été notre partenaire, notamment pour la certification des intrapreneurs avec la FDJ. D'ailleurs, nous avons même un certifié dans la salle. Donc Clara, je te laisse nous expliquer, toi qui accompagnes des intrapreneurs, pourquoi as-tu ressenti le besoin d'adosser au programme que tu accélères une certification. Mais avant tout cela, peut-être je te laisse présenter un peu plus School Lab. Bonsoir, merci. Ça, c'était de l'intro. Donc rapidement, le School Lab, on a été créé, nous, il y a 19 ans maintenant. C'est un studio d'innovation et on a été les premiers à pratiquer vraiment de l'open innovation dans l'écosystème français. Donc School Lab, pourquoi School Lab? School pour toute la dimension vraiment transformation et montée en compétences des individus, qu'il s'agisse de collaborateurs de grands groupes, qu'il s'agisse d'entrepreneurs, de start-up, ou bien encore tout simplement des étudiants, parce qu'on travaille avec de nombreux partenaires académiques. Et puis Lab parce qu'on accélère des projets innovants. Aujourd'hui, on permet justement à des projets de passer beaucoup plus rapidement de l'idée au marché, et ça passe notamment par nos programmes d'intrapreneuriat. Donc on a accompagné aujourd'hui plus de 450 intrapreneurs dans leurs projets au travers d'une trentaine d'entreprises clientes. La particularité ou spécificité du School Lab, c'est qu'on est entreprise à mission depuis 4 ans. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en fait, on va piloter nos indicateurs de mission ou d'impact exactement comme on pilote aujourd'hui nos indicateurs financiers. Et cette mission, vraiment, on essaie de la placer au cœur de tout ce qu'on fait. Donc, on a 3 programmes spécifiques concrets qui portent la mission: diversité et inclusion, la transition de notre écosystème alimentaire et également la déplastification. Et très concrètement, comment ça peut se ressentir dans un programme d'intrapreneuriat? Par exemple, on est en train de transformer l'ensemble des méthodes d'innovation avec lesquelles on accompagne les intrapreneurs par non plus du design thinking uniquement, mais aussi et surtout du sustainable design pour piloter justement des projets de la manière la plus responsable environnementalement parlant. Alors évidemment, pour répondre surtout à cette question autour de l'Institut de l'entrepreneuriat, on place le collaborateur au centre de la démarche des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat. On est persuadé que pour transformer la culture d'innovation et vraiment participer activement à la stratégie d'innovation des groupes, on doit accompagner les entrepreneurs et leur permettre de passer d'une posture de collaborateur à innovateur pendant le programme, puis à innovateur après le programme. Et concrètement, comment on fait ça?
Avant le programme, évidemment, en parallèle de l'identification des idées, des concepts, on va essayer de diagnostiquer avec l'Institut de l'entrepreneuriat quelles sont les compétences qu'ont les talents qui vont être accompagnés. Pendant le programme, on va leur fournir les méthodologies, mais aussi on va les coacher dans le développement de projets. Mais après le programme, c'est un grand point d'interrogation parce qu'on sait très bien que tous les entrepreneurs ne vont pas forcément être amenés à pouvoir pousser leur projet jusqu'au bout. Pour autant, on ne veut certainement pas qu'ils reviennent à leur poste comme avant sans que rien n'ait changé puisqu'on veut les faire passer justement d'innovateurs à innovateurs. Et dans ce cadre-là, pour accompagner ce gap-là et ce risque-là, on a choisi de travailler avec l'Institut de l'entrepreneuriat puisque ça nous permet d'ajouter au programme un moment d'introspection à la fin. On va pouvoir leur permettre de capitaliser sur les méthodes apprises et de réfléchir à comment ils veulent les mettre au service de l'entreprise dans leur quotidien. Ce suivi-là, cette inscription-là, vraiment dans leur plan de carrière, dans leur plan de compétences, ça va nous permettre de faire d'eux des ambassadeurs de l'innovation en interne. Et ça, c'est vraiment notre conviction profonde. Merci beaucoup, Clara. Elle en parle très bien. Et maintenant, je vais vous présenter Rhoda. Alors, Rhoda, elle nous a rejoint il y a un an presque, oui, c'est un an déjà. Alors Rhoda aussi est professeure de stratégie à l'EM Lyon et c'est le référent, c'est la directrice pédagogique de l'Institut de l'entrepreneuriat et donc le référent de tout ce qui est lien EM Lyon Business School. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je laisse la parole à Rhoda pour nous parler des avantages d'être hébergé à EM Lyon Business School. Super, merci. Donc très brièvement, qu'est-ce que c'est les EM Lyon, quels avantages? Nous avons groupé en 4 catégories. Premièrement, nous vous aidons à développer vos talents. L'éducation et la formation des cadres par les programmes d'innovation personnalisés dans le cadre duquel nous travaillons avec vous pour atteindre vos objectifs. Et nous produisons des diplômés talentueux que vous pouvez embaucher. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est dans le conseil collaboratif, en mettant à votre disposition, par exemple, nos MBA. C'est très bien. Je regarde on a plusieurs MBA. Oui, il y a beaucoup de MBA ici. On a des MBA talentueux, exactement. Et collaboratifs. Donc, en mettant à votre disposition des MBA qualifiés pour travailler sur vos projets, ils apportent un regard neuf et des solutions innovantes. Des professeurs pour le conseil, et coaching et mentorat pour les entrepreneurs. Troisième chose, Clara, elle a bien parlé sur la certification. Et comme vous êtes au courant, nous savons que les entrepreneurs ont besoin d'être reconnus au sein de leur entreprise. Et la certification est un bon moyen d'y parvenir. Et enfin, le leadership éclairé, nous pouvons créer des conférences et les publications, comme Véronique a expliqué avec l'encyclopédie et aussi les papiers blancs et tout ça. Et nous pouvons aussi présenter des exemples de réussite avec vous, ensemble, dans le cadre de nos programmes exécutifs. Et enfin, je crois que c'est Sylvie qui travaille beaucoup pour effectuer les analyses et les benchmarks avec les autres entreprises. Et d'ailleurs, pour illustrer tout cela, nous avons appelé, parce qu'il n'y a rien de mieux que des témoignages des personnes qui le vivent, nous appelons donc l'équipe Michelin, des entrepreneurs Michelin, pardon, qui ont fait une mission avec nos étudiants de e-MBA, donc les étudiants de MBA international. Et en fait, je reprends mes petites questions pour être... je suis désolée, d'habitude, je n'ai pas de notes, mais là, je voulais être sûre. Attends, je reprends mes petites questions. Voilà. Donc... C'est pas nous qui te stressons, Sylvie. Non, c'est pas vous qui me stressez, surtout pas. Bon, non. Super. Alors, d'abord, ce que je veux que vous racontiez au public aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que vous avez tenté l'aventure avec nos étudiants
Et pourquoi des intrapreneurs Michelin au Michelin Innovation Lab tentent cette aventure avec une équipe de 5 étudiants que vous voyez là, d'ailleurs. Et quels ont été les bénéfices que vous en avez tirés? Ok, alors on va commencer Présentez-vous quand même. Présentez-vous. Alors pour se présenter, Zoé, Jacques et on a Nicolas qui est là aussi, que vous pourrez rencontrer tout à l'heure au moment du cocktail. On est effectivement une équipe d'intrapreneurs qui pilotons une exploration sur un sujet depuis octobre 2022 au MIL. Donc on appelle ça le MIL, le Michelin Innovation Lab. Et quand on a démarré l'initiative en octobre 2022, tous les deux, on était des jeunes intrapreneurs, tout jeunes. On démarrait une exploration, on découvrait même ce que c'était que l'exploration. Et on a trouvé ça très pertinent de ne pas apprendre tout seul et d'ouvrir un petit peu nos chakras en allant chercher d'autres apprenants à nos côtés. Et surtout, ça nous permettait, on a tous les deux un peu plus de 10 ans d'ancienneté chez Michelin, ça nous permettait vraiment d'avoir un regard extérieur, ça nous permettait de compléter vraiment ce qu'on pouvait avoir et de se faire challenger avec des regards extérieurs, des perceptions différentes. Et on a trouvé que c'était pertinent en début d'exploration de démarrer comme ça. Et donc aujourd'hui, quel bénéfice vous en tirez maintenant que cette mission est terminée? Alors, le bénéfice en fait principal, c'est en fait le périmètre de notre innovation. Au départ, c'est l'Europe, et on avait peu d'idées sur ce que l'international pouvait nous apporter, sur la valeur justement de notre innovation à l'international. Et c'est grâce à l'équipe d'étudiants donc de l'IMBA de Lyon qu'on a pu avoir une ouverture et qu'on a pu en fait le présenter à nos décideurs en interne. Et ça nous a permis de faire poids parce qu'on s'adresse du coup maintenant à un périmètre mondial. Et donc c'est le principal bénéfice en fait qu'on y retrouve. Après, l'équipe qui était au départ non sachante nous a aussi fait beaucoup d'effets miroirs sur l'initiative, sur la manière de nous exprimer, sur notre clarté. Donc elle nous a aussi aidé en fait à être beaucoup plus impactant, clair, pour être bien compris en fait. En fait, moi, je tiens à les remercier aussi parce que normalement, cette mission, c'est une mission de stratégie. C'est la première fois que les étudiants avaient été en immersion dans un projet d'intrapreneuriat. Ils en sont ressortis galvanisés puisque vous les avez mis dans votre présentation quand vous avez fait le pitch. Ils n'en revenaient pas et ça les a aussi... Ils étaient vraiment mis dans l'action, au cœur de l'action, et ils sentaient vraiment qu'ils étaient utiles. Donc cette expérience a été réitérée puisque vous en avez parlé autour de vous. Donc merci encore. Alors peut-être il y aura d'autres entreprises aussi qui voudront tenter l'aventure avec des étudiants. Merci à toi Sylvie. Je pense qu'on peut passer à la table ronde. Donc on va appeler nos intervenants. Donc Marc Evangelista, vice-président donc, des Michelin Innovation Labs. Marc, son programme, il est vice-président des Michelin Innovation Labs depuis plus de 8 ans. Il a écrit aussi beaucoup de livres sur l'intrapreneuriat. D'ailleurs, il va pouvoir vous en parler pendant le cocktail. Et j'ai tout dit. Alors, il a un grand fan club. Alors, on pouvait difficilement faire une table ronde sur l'entrepreneuriat sans Marc. Effectivement, son programme a plus de 8 ans. Le programme de Michelin a plus de 8 ans. Il est aussi très mature et il offre un vrai statut d'entrepreneur. Donc, pour le coup, c'est surtout pour nous un observatoire, on va dire, des pratiques qui s'y font.
aussi parmi nous Peggy Leplat. Alors là, on aura alors Peggy Leplat, elle est à la direction de l'innovation des HCL, à la création du programme de l'entrepreneuriat, enfin au programme de l'entrepreneuriat depuis sa création. Et alors, ce qui est très intéressant pour cette table ronde, c'est que Peggy va nous offrir à la fois le point de vue d'une responsable de programme, mais aussi d'une intrapreneur, puisqu'elle est à la fois intrapreneur dans son propre programme. On l'applaudit aussi. On a aussi Mathieu Ribon qui a créé le programme d'entrepreneuriat de Biomérieux et qui qui travaille dans l'innovation depuis plus de 20 ans. Donc, on l'applaudit aussi. Enfin, on ne peut pas faire une conférence sur la relation employé-employeur sans avoir un intrapreneur parmi nous. Donc Maël, intrapreneur FDJ, et aussi, en parallèle, à la tête avec son équipe du projet Resolvit, dont il vous parlera aussi pendant la pause, si vous êtes curieux de savoir quel est son projet. Et bien sûr, parmi nos panélistes, il y a Véronique, la chercheuse, qui va nous permettre aussi de conclure et d'avoir l'œil de la recherche pour nos questions. Alors, nous sommes les deux modératrices. Je reprends mes petites questions. Où sont-elles ? Voilà. Et voilà. Donc je te laisse t'installer, Rhoda. Ici, voilà peut-être. Oui, je pense. Oui, je pense. Bon, alors moi j'ai l'impression de vous tourner le dos, c'est pas drôle. Hop. Donc, alors, pourquoi ce sujet ? Alors, on parle beaucoup de crise du salariat, du désengagement, des grandes démissions, du changement des changements de pratiques, etc., etc. Et en parallèle, on a de l'intrapreneuriat. Et qu'est-ce qu'on a beaucoup observé ? C'est que les intrapreneurs sortent souvent galvanisés de leur programme. Donc, quand on parle de désengagement, nous, on voit les intrapreneurs, ils ont l'air très engagés, à travailler des surplus d'heures, à ne jamais être malade, à en faire un peu trop, parfois presque jusqu'au burn-out. Donc, on se demandait, comment est-ce que l'intrapreneuriat transforme cette relation employé-employeur ? Est-ce qu'il la transforme ? En tout cas, on voit déjà qu'il le fait d'un point de vue... sur le terrain, on voit qu'il le fait d'un point de vue galvanisation, mais est-ce que vraiment il la transforme ? Et est-ce que ça a un impact aussi dans l'organisation, ou est-ce que ça reste juste dans le cadre du programme ? Dans nos recherches, on a surtout vu que ce qui crée cet engagement et cette émulation, c'est surtout que l'intrapreneuriat offre à l'intrapreneur une respiration. Il le fait sortir de ce rapport de subordination où il est essentiellement exécutant. Là, il peut prendre en main son projet, il a un pouvoir d'agir, et c'est en tout cas... dans nos recherches, ce qui ressort le plus. Donc, on voulait, partie de ce contexte-là, essayer de voir est-ce que, si c'était juste un moment, une respiration, ou si vraiment l'intrapreneuriat pouvait transformer cette relation employé-employeur qui, aujourd'hui, ne se porte pas si bien, et l'organisation en elle-même. Donc, on va passer assez rapidement, je vais passer tout de suite aux questions. Donc, alors... nos chers 5 panélistes, est-ce que l'intrapreneuriat modifie dans vos entreprises respectives le rapport employé-employeur, par exemple en instituant réellement un nouveau mode de fonctionnement pour vos salariés ? Et si oui, comment cela se matérialise concrètement ? Donc,
Marc, je te propose de commencer, compte tenu de l'ancienneté de ton programme. Et comme j'ai quand même commencé par dire... Reste calme, Jacques. Non, effectivement, la relation va être modifiée. Lorsqu'on prend un employé d'une grande organisation et qu'on le met dans un mode qu'on appelle, nous, exploration, en lui donnant un petit peu d'autonomie, enfin même beaucoup d'autonomie, en le responsabilisant sur cette autonomie, bien évidemment, il va se passer des choses et on a peut-être une chance qu'il se transporte dans un monde différent et qu'il donc devienne un intrapreneur. Et ça, c'est important. Et là où ce que tu disais, c'est la déconnexion avec son employeur, on va dire, parce qu'il va se trouver dans un monde, comme on disait, différent. Il va devoir explorer. Son employeur est plutôt dans le mode d'exploitation, donc il est dans une logique qui est que peu différente. Et bien souvent, son employeur, il a du mal à comprendre que ce n'est pas forcément les mêmes compétences que l'on a pour développer une nouvelle activité que pour en faire tourner une. D'accord ? Et tous les grands patrons des grandes divisions, des grands départements, des sociétés, voilà, ils sont assis sur une position donnée, ils pensent effectivement savoir. Eh ben non, ils ne savent pas développer. Ils savent peut-être faire tourner quelque chose, mais ils ne savent pas développer de nouvelles organisations. Donc concrètement, pour nous, la méthode qu'on va utiliser, c'est au bout d'un moment, quand l'entreprise a vraiment décidé de miser sur l'intrapreneur et son idée, tout comme ça s'est passé pour Jacques, par exemple, on va le détacher de son organisation. C'est-à-dire concrètement, il va devoir faire le choix de quitter son poste, qu'il ne retrouvera pas, très clairement. Il restera employé de l'entreprise, il sera payé tous les mois, il n'y a pas de souci. Et il va se lancer dans son aventure. D'accord ? Donc ça permet effectivement de faire cette déconnexion. Il va se retrouver dans un environnement qui est plutôt de confiance. Alors on parle beaucoup de safe space aujourd'hui. Un environnement qui va être apprenant, dans le sens où on va essayer de leur donner les outils, les méthodes pour avancer. Apprenant aussi parce que ça s'accompagne d'une formation, d'accord, qui en plus chez nous est certifiante. Donc on essaye d'aller là-dessus. On va beaucoup pratiquer ce qu'on appelle les principes d'effectuation. Donc c'est ces principes qui vont faire un choc par rapport à quelqu'un qui vient d'une structure établie. Hein. Faire avec ce qu'on a, raisonner en perte acceptable, travailler avec d'autres, pas faire tout seul, aller voir effectivement et créer un patchwork. Enfin, je vous passe l'ensemble de ces principes. Et on va essayer de les faire baigner là-dessus. La difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'éloigne trop de l'entreprise. On parle de pirates et de corsaires. Hein. Certains disent l'intrapreneur, c'est un hacker. Enfin, moi, je pense que c'est complètement ridicule. Une entreprise n'a aucun intérêt à payer des gens pour se faire hacker. Ça me paraît stupide. Donc, mais il va toujours être entre s'éloigner trop loin et partir au-delà de ce que fait son entreprise, donc devenir le pirate. Et néanmoins, comme il est payé par son organisation, il est plutôt un corsaire. Et ça va être toujours une difficulté pour lui de trouver ce juste milieu. Je m'éloigne parce que j'ai envie de faire et je vois des choses extraordinaires et j'explore. Mais d'un autre côté, je vais me détacher de ce que veut faire l'entreprise. Alors les deux moyens qu'on va trouver, nous, pour essayer de le garder dans le domaine du corsaire, c'est d'abord que chaque initiative soit accompagnée par un board et un sponsor. Donc chaque initiative est pilotée par un membre, on va dire, un membre du COMEX du groupe. C'est pas exactement le cas, c'est juste en dessous, mais quelqu'un qui est haut placé dans l'organisation, qui a des moyens, c'est le sponsor. Donc lui, le sponsor, il s'engage à éventuellement reprendre l'initiative si elle donne du sens, donc il va éviter qu'elle s'éloigne trop. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a un certain nombre de coachs qui vont être dans l'organisation du 1000, qui vont accompagner ces intrapreneurs et qui eux aussi vont essayer de se dire et de faire toujours poser des questions. Est-ce que tu vas pas trop loin ? Est-ce que ne te détache pas trop ? Fais attention, emmène bien, embarque bien le reste de l'organisation pour pouvoir je dirais, réussir. Donc voilà. Et du coup, Mathieu, toi qui as un programme assez, aussi d'innovation, est-ce que toi aussi tu les détaches à ce niveau ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas complètement est-ce qu'ils vont quitter leur emploi, par exemple ? Alors effectivement, j'avoue nous, on est beaucoup plus récent, hein, puisqu'on n'est que dans la 3e année d'incubation des projets. Alors on a pas mal copié sur Michelin au début, pour être honnête, donc on a des similitudes, mais on a aussi des grosses différences. On ne fait que l'exploration, nous. Hein. On fait que la phase de POC et de faisabilité. Et donc on ne doit pas s'éloigner parce que de toute façon, la plupart, nous, des projets réintègrent l'entreprise après.
Et on se retrouve dans une situation où on travaille pour l'entreprise à faire des explorations que l'entreprise ne pourrait pas faire, pour qu'après on trouve des sponsors en interne qui se disent effectivement là vous m'avez convaincu, le marché, tout ça, je vous finance, je vous réintègre et on fait le projet en interne. Donc nous on a incubé en tout 14 projets sur les 2 premières années. On a 10 projets qui ont réintégré l'entreprise pour démarrer concrètement, 2 solutions internes et 8 solutions business qui ont d'ailleurs été annoncées en avril dernier là, aux investisseurs. Donc on part dans des nouveaux marchés qui ont été créés par les programmes d'entrepreneuriat, donc qui sont bien intégrés maintenant dans la politique d'entreprise. Mais on détache effectivement les personnes à 100%. Pour revenir sur la question peut-être du rapport de force là, sur le rapport de force dans l'organisation. Donc effectivement, que ce soit dans la phase de présélection ou dans la phase d'incubation, on va court-circuiter toute l'entreprise. Puisque nous, le programme est ouvert aux 13 000 employés de l'entreprise. Ils n'ont pas besoin de demander l'accord à leur manager pour candidater. On demande à ce qu'ils les informent, mais ils n'ont pas besoin d'avoir leur accord. Ils présentent l'idée qu'ils veulent, sur le temps qu'ils veulent, avec l'équipe qu'ils veulent, jusqu'à 3 personnes. Et c'est directement le comité exécutif qui sélectionne. Présélection, ils sont invités à un bootcamp et c'est directement face au comité exécutif. Donc en fait, dans la relation employé-employeur, forcément, là, on a quelque chose qui est complètement... on a mis complètement à plat l'organisation en mettant uniquement 2 strates, comité exécutif et le reste de l'entreprise. Et c'est pareil pendant l'incubation aussi, puisque au cours de l'incubation, tous les 3 mois, il y a un rendez-vous avec des membres du comité exécutif ou des délégués pour suivre l'avancée du projet. Et la décision de poursuite, de réintégration donc, du projet de démarrage en entreprise, voire de spin-off, parce qu'on a une première expérience de spin-off, se fait directement par le comité exécutif. Donc on bypasse l'organisation et donc forcément on change la relation. Et il s'avère aussi que les personnes qui sont sélectionnées sont souvent des talents. Et donc en fait, les personnes voient des talents partir de leur département pour faire des choses pour l'entreprise, de toute façon. Donc on ne les a pas perdus, déjà ils ne sont pas partis de l'entreprise, on les a gardés, mais on les a fait travailler sur des choses un peu différentes. Donc effectivement, dans les 2 cas, même si ça a des degrés différents, il y a quand même un moment où ils sont en immersion dans un environnement plus exploratoire, on va dire. J'imagine que c'est plus difficile à mettre en œuvre dans le domaine hospitalier, Peggy ? Alors effectivement, contrairement aux 2 témoignages, aux 2 exemples qu'on vient d'avoir, chez nous, c'est pas possible de détacher nos intrapreneurs de leur activité clinique, absolument pas. Mais pour autant, ça ne nous a pas empêché de mettre en place un dispositif d'intrapreneuriat. On l'a mis en place récemment, nous aussi, il a à peine 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, notre direction générale a pris la décision de faire de l'innovation vraiment un axe stratégique de développement de l'hôpital. Et donc, contrairement aux autres établissements dans le domaine de l'hôpital public, les HCL, qui sont la PHP de Lyon, comme dirait Mathieu, a décidé de dissocier l'innovation de la recherche et de créer une direction de l'innovation avec une équipe dédiée, un budget, des ambitions, des objectifs qui sont clairs et définis. Et une des premières actions de cette direction de l'innovation a été de lancer API. Donc API, c'est l'appel à projet innovation. Et cet appel à projet innovation est ouvert aux 24 000 collaborateurs HCL et permet donc c'est ouvert en permanence et ça permet à n'importe quel professionnel qui a un projet. Alors pour nous, c'est un projet relativement mature. On ne fait pas de l'exploration, c'est plutôt de l'accélération. Donc n'importe qui a un projet dans n'importe quel domaine, on soutient vraiment toutes les innovations. Donc ça peut aller du domaine très scientifique, donc équipement, molécules, traitements, en passant par le numérique, l'intelligence artificielle, et voire les innovations organisationnelles et managériales. Donc n'importe qui peut déposer son projet. Et on peut l'accompagner, prévoir un accompagnement financier, mais également de gestion de projet. Et en parallèle, on a fait le constat que nos intrapreneurs, pour pouvoir concrétiser leurs projets, avaient besoin d'acquérir un certain nombre de compétences qu'on n'a pas forcément à l'hôpital. Et donc, on a mis en place un parcours de formation personnalisé, d'ailleurs avec l'EM, et qui vise du coup à les faire monter en compétences et à acquérir des compétences dans le domaine du business plan, marketing, enfin des choses qu'on n'utilise pas au quotidien à l'hôpital. Donc voilà, ça fait 3 ans, donc pour nous, ça va être l'année du bilan, là on est en train de travailler dessus, mais les premiers retours qu'on a de nos intrapreneurs, c'est vraiment... c'est plutôt extrêmement positif et c'est plutôt l'idée
d'être conscient d'avoir la chance d'avoir cette bulle d'autonomie où ils peuvent vraiment s'autodiriger et concrétiser des projets qui ont du sens pour eux et qui en même temps ont une forte valeur ajoutée pour l'hôpital. Et en même temps, c'est aussi la possibilité de créer des collaborations avec d'autres parties prenantes, d'autres personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler dans son quotidien, et d'une manière relativement plate. Et ça, c'est intéressant dans une organisation où c'est plutôt très compartimenté, voire très pyramidal. Et toi, Maëlle, du point de vue de l'intrapreneur, est-ce que tu considères ou est-ce que tu as trouvé que ton expérience en tant qu'intrapreneur, ton passage dans le parcours d'entrepreneuriat a modifié ton rapport à l'entreprise ? C'est incroyable. En fait, je suis à la fois un pirate corsaire, mais je suis toujours attaché, j'ai toujours une activité de salarié par ailleurs. J'ai intégré un parcours, enfin c'était un programme au sein de la Française des Jeux d'innovation, donc avec une phase d'idéation où on est lâché, on fait de l'exploration, ok, c'est quoi, on soumet nos idées, donc vraiment ouvertes. Ensuite, on a eu l'accompagnement de School Lab, donc Clara parlait tout à l'heure, qui là va amener un peu plus de méthodologie pour comprendre en fait que on fait les choses dans un certain ordre. Mais ça suffit pas à passer d'un mode salarié à un mode intrapreneur. Il faut avoir une prise de recul sur ces compétences-là. Et c'est là où je trouve ça malin de votre part d'avoir justement cette certification de l'intrapreneur, parce que ça permet de dire, ok, tu as acquis des compétences, tu as développé un savoir-faire, un savoir-être aussi, parce qu'il y a son savoir-faire, le côté équipier et le côté leadership. C'est toi qui disais, soit tu es un... Je peux le dire... Soit tu es un Macron, donc un technicien, soit tu es un Charles de Gaulle. Tu n'es pas censé dire un truc pareil. Mais bon. Et donc, et après, donc, enfin, grâce à vous deux, moi j'ai réussi à comprendre ça. Et en fait, je ne vois plus l'entreprise comme je vais à un travail. Non, en fait, je suis dans un environnement qui me donne des ressources humaines ou financières ou techniques pour faire des choses. Et donc, je vais reprendre le côté marque pour dire qu'en fait, moi, j'ai juste besoin que tu me donnes une destination, donne-moi un cap, et je trouverai une route pour y arriver. C'est vraiment ça. Alors, des fois, on va un peu trop dans le pirate, en toute transparence. Et là, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. On n'est pas non plus libre non plus. Ça se voit, je ne l'ai pas payé pour dire ça. Ça c'est... Donc passons à la deuxième question en espérant que tu sois plus sage. Donc quel est l'impact de ce nouveau mode de fonctionnement que vous nous avez Ah pardon. Ben oui, j'oublie le point de vue de la recherche. Il m'a perturbé. Donc Véronique, pardon, que dit la recherche, Véronique, sur ce rapport employé-employeur? Je dis qu'en fait un entrepreneur c'est plus c'est avant tout un partenaire, enfin c'est quelqu'un qui se positionne comme un partenaire de l'entreprise, donc qui agit comme un partenaire et qui attend de l'entreprise qu'elle se comporte comme un partenaire. Donc chacun apporte des ressources, chacun apporte des facteurs de réussite. L'entrepreneur apporte son engagement, apporte son talent. L'entreprise, elle apporte normalement un cadre, elle peut apporter des éléments de formation. Bien sûr, elle fournit les ressources, elle donne un cap, et ensemble, sur une base donc normalement de partenaires, donc un peu il y a une notion d'égalité ou en tout cas d'horizontalité. Ensemble, ils font quelque chose. Alors évidemment, c'est un partenariat très inégal, comme vous pouvez imaginer. Donc voilà, l'entrepreneur ou la petite équipe d'entrepreneurs se confronte à un partenaire beaucoup, beaucoup plus puissant qui est l'organisation, mais néanmoins, il doit garder en tête qu'il doit chercher à faire vivre un partenariat. C'est la seule manière de réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc maintenant qu'on vient de parler de ce mode de fonctionnement, quel est son impact dans vos entreprises respectives, à la fois sur l'entrepreneur et à la fois sur l'organisation? En quoi il les transforme? Alors on va... Mathieu, commençons par... Par hasard. Alors, bon, on va redire à peu près les mêmes choses, je vais en profiter pour commencer. Alors, vous l'avez beaucoup dit, je pense qu'il y a un sujet d'apprentissage. Alors déjà, c'est vraiment
apprendre en faisant, mais il y a beaucoup des méthodes, une façon de penser, des méthodes et des outils. Hein, ça, je pense qu'on peut développer longtemps par rapport à ça. Moi, j'ai découvert, j'avais sous-estimé estimé ça complètement, c'est la connaissance de l'entreprise. Puisqu'on a accès à des gens qui sont partout dans toute l'entreprise, connaître l'organisation d'entreprise, comment se monte un projet, comment ça démarre, qui prend des décisions, comment. Je pense qu'on a sous-estimé ça au début, et je pense que c'est les personnes qui sortent du programme connaissent l'entreprise de façon bien différente qu'avant. Il y a bien sûr un sujet de reconnaissance pour moi des personnes. Ils sont visibles, on voit ce qu'ils font en direct, et donc ils ont accès à des personnes auxquelles ils n'auraient pas forcément accès avant. J'espère aussi, alors il y a des entrepreneurs de biomérieux dans la salle, alors il faudra leur poser la question, j'espère qu'ils gagnent en confiance en soi là-dedans. Ça c'est très personnel par rapport, et ça n'a rien du tout à voir avec est-ce que le projet continue, est-ce qu'il ne continue pas, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas. Cette exposition et le fait de faire et montrer qu'on est au niveau et qu'on sait parler à des gens de comité exécutif de façon, je pense que ça participe. Alors ça, j'ai parlé plutôt de l'apprentissage pour les personnes. Pour les managers, dans cet effet-là, moi je vois encore, mais encore parce qu'on est nouveau, il y a quand même deux grandes catégories. Il y a ceux qui ont compris l'intérêt pour eux, c'est-à-dire pour leurs employés, pour les gens avec qui ils vont travailler, le développement, et puis pour leur business. Il y a des gens nous on voit très clairement dans l'entreprise, les gens qui ont compris l'intérêt pour leur business, de voir des gens partir, explorer des concepts qui reviennent. On lance 3 nouveaux segments chez biomérieux aujourd'hui, c'est dans le même business parce que les gens ont compris l'intérêt pour eux. Et il y a d'autres branches dans l'entreprise qui sont bloquées parce que l'exemple d'en haut, l'ouverture au programme n'est pas là, et donc la branche est aujourd'hui très difficile d'accès. Et on va prendre le temps et puis on va convaincre. Et Maëlle, toi qui es un entrepreneur, on va passer tout de suite au point de vue de l'entrepreneur. Est-ce que tu es d'accord avec cela, en tout cas en ce qui concernait l'impact sur toi, sur l'entrepreneur? Oui, alors 100% d'accord. À la fois, alors, on acquiert des compétences qui font que quand je reviens dans mon travail quotidien, je les mets en œuvre, ces compétences. Et là, je vais soit rencontrer des managers qui sont old school, et j'hésite pas à le dire, et qui vont dire non mais attends, moi je sais, et toi tu fais. Voilà. Et moi je lui dis non mais en fait toi tu as une approche d'exécutant, alors que moi j'ai une approche plus globale, budget, viabilité, faisabilité, désirabilité. Là tu me donnes un projet global, mais c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, ça c'est vraiment ça. Mais j'ai appris, comme l'a dit Mathieu, à naviguer entre les différentes personnes, à travailler mon réseau dans l'entreprise, à casser les silos de façon pas frontale, mais un peu plus maligne. Au début, je le faisais frontalement et ça s'est mal passé, en toute transparence. Donc j'ai appris à le faire. Et enfin, le dernier point, c'est la confiance. C'est la confiance en moi. Avant, j'avais besoin... tu parlais de reconnaissance, Mathieu. J'avais besoin d'être reconnu en disant non, mais j'ai des compétences, j'ai un savoir-faire, un savoir-être, montrez-moi que. Et en fait, avec ces compétences acquises, je les ai intégrées. Et en fait, j'ai confiance en moi, ce qui fait que mon ego, je le mets au fond de l'océan. Et au fond de l'océan, les vagues, il ne le sent pas. Donc, je sais ma valeur. J'ai pas besoin de le prouver aux autres. Par contre, j'active le mode entrepreneur avec les managers qui me laissent l'opportunité d'activer ce mode-là. Et sinon, je fais un mode autre, plus quand même, faut pas déconner, un peu pirate, pour les autres. Merci Maëlle, merci. Et du côté du 1000, quel est l'impact du passage au 1000 sur l'employé et puis sur l'organisation, s'il y en a une? Alors, sur l'employé, je pense que les employés qui rejoignent ces aventures-là, ils viennent souvent parce qu'ils veulent réaliser quelque chose. Ils ont un projet, ça touche énormément des sujets à impact, bien sûr, et ils viennent pour réaliser quelque chose. Leur aventure va être très compliquée. D'accord, très compliquée. Ils vont devoir gérer le marché, savoir s'il y a une solution, et puis ils vont devoir gérer
toute une organisation qui n'est pas forcément positive, ouverte, prête à entendre, et ainsi de suite. Donc nous, notre objectif au MIL, c'est qu'en fait, de tout faire pour qu'ils aient tous la banane le matin, quoi. Ils ont la banane ? Ouais, c'est tout doux, là. Donc l'objectif, c'est qu'ils aient la banane. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis ils aient la banane, c'est qu'on leur apporte tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avancer. D'accord ? Ça sera compliqué, ça sera très dur, il n'y a pas de souci. Mais aussi, au moins, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils aient le moins de cailloux dans les chaussures possible. Pour les managers, alors effectivement, alors on a ça, hein, Mathieu, on a les mêmes, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Le rêve, on va dire, de notre président, de l'organisation, c'est quand même qu'il ait une organisation qui soit ambidextre. D'accord ? Et il pousse énormément pour chaque division, et les responsables de ces divisions, ils savent à la fois gérer leur business, donc être dans un mode très exploitant, parce que bon, on ne peut pas faire au MIL ce qu'on fait s'il n'y a pas des gens qui vendent des pneus, il faut quand même qu'on soit clair, et qu'ils sachent aussi en même temps, de temps en temps, tourner leur logiciel et savoir explorer. Bon, c'est pas simple. Il y en a qui effectivement qui y arrivent, il y en a c'est plus compliqué. Donc, mais l'espoir, c'est quand même que les sponsors, le management deviennent et améliorent cette compétence d'ambidextrie voilà, nécessaire pour pouvoir générer de l'innovation. Donc, dans le domaine hospitalier, j'imagine que l'impact du programme sur la culture de l'entreprise et les ressources humaines est peut-être plus recherché que l'ambidexterie de chez Michelin. Oui, bah, clairement, l'intrapreneuriat peut être un vrai levier, un vrai outil au service des ressources humaines qui doivent un peu se réinventer à l'hôpital. Alors, c'est un secteur qui est un petit peu en baisse d'attractivité, avec quand même quelques départs et du coup des postes vacants forcément. Et donc un des objectifs affichés pour l'intrapreneuriat, c'est que ce soit un levier d'attractivité et un levier de fidélisation de nos talents. Voilà, donc c'est vraiment un outil qu'on essaye de mettre à disposition de nos RH et qu'on essaye d'embarquer petit à petit. Tout à l'heure, je disais que pour nous, par exemple, c'est impossible de détacher nos professionnels de santé pour qu'ils travaillent à 100% sur leur projet, mais on essaye de trouver d'autres solutions. Donc, par exemple, quand c'est possible, on va aller embaucher des chefs de projet qui vont les aider au quotidien à avancer leur projet sur le plan très opérationnel pendant qu'eux continuent leur activité de routine. Et quand c'est pas possible, pour l'instant, l'intrapreneur doit travailler en plus du reste sur son temps perso. Mais là, voilà, on sent qu'on est en train d'essayer d'intéresser, enfin qu'on embarque un peu nos différentes directions RH là, et il y a des nouveaux dispositifs qui sont en train d'émerger, comme là, on est en train de réfléchir à un dispositif reconnaissance de temps innovation qu'on est en train de mettre en place aussi avec au-delà des hospices dans le cadre du pôle universitaire d'innovation. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir donner un budget au service auquel appartient l'intrapreneur pour pouvoir lui détacher un petit peu de temps sur sa semaine pour qu'il puisse travailler sur son projet. Et du coup, le service a cette rémunération complémentaire pour compenser le manque l'activité qui va baisser, alors potentiellement pour embaucher une personne à temps partiel pour combler, ou alors pour réorganiser la structure et intéresser les personnes du service. Donc voilà, il y a des lignes qui bougent un peu dans ce sens-là. Et après, voilà, c'est encore un dispositif très, très récent, et puis on est dans une fonction publique assez cadrée. Donc il y a encore plein de choses à défricher. On n'a pas du tout travaillé l'après, par exemple, comment on reconnaît, comment on valorise les intrapreneurs dont les projets sont aboutis ou même pas aboutis, mais comment on fait en sorte qu'il y ait un impact sur leur parcours professionnel par rapport à ceux qui ne tentent rien. Voilà, pour l'instant, c'est un sujet qui reste encore à explorer. Donc les lignes bougent petit à petit et l'intrapreneuriat est un bel outil pour faire bouger les lignes. Merci. Et donc, que nous dit la recherche ? Oui, donc on a fait une enquête il y a un petit peu moins d'un an, je pense, sur le vécu, le ressenti des intrapreneurs. Bon, la dimension apprentissage est vraiment très, très importante. Donc, on peut dire que l'exposition à différentes compétences fonctionnelles, à différents niveaux de l'entreprise, à différents départements, tout ça contribue vraiment à permettre un apprentissage accéléré. Je dirais que c'est un mini MBA plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'équivalent d'un MBA. Moi, je connais bien le MBA, donc je vous le garantis. Surtout
s'il y a une certification à la clé et que l'entrepreneur doit faire une soutenance, doit résumer, doit communiquer ce qu'il a appris à un jury ou surtout à lui-même en fait. Donc la dimension d'apprentissage est très importante, mais moi j'aimerais mettre un peu plus l'accent sur une autre dimension que j'ai toujours rêvé de pouvoir mesurer, mais que je n'ai jamais réalisé ce rêve, c'est la dimension de réseautage. Donc en fait, le fait de passer d'avoir un groupe de collègues qui comprend 20 personnes à avoir un groupe de collègues qui en comprend 100, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses pour les intrapreneurs, ça change beaucoup de choses pour l'entourage des intrapreneurs, et ça change également quelque chose au niveau de l'organisation parce que ça contribue à son désilotage. Donc toute cette dimension réseau, donc c'est vrai que quand on parle de programme d'entrepreneuriat, on parle de 10 projets, 20 projets, ça paraît peu. On parle de quelques dizaines de personnes impliquées chaque année qui sont à proprement dit des intrapreneurs, mais l'intrapreneur est en contact avec des dizaines de personnes lui-même. Je me souviens que c'était Nicolas Brie qui disait qu'en moyenne, l'intrapreneur touchait 200 personnes dans l'entreprise. Donc il y a un effet tache d'huile, il y a vraiment ça réveille quelque chose. Tout à coup, quelque chose de différent semble possible, un autre univers, une autre façon de se comporter. On n'est pas sûr qu'on a tout bien compris, mais on sait que ça existe. Et ça, je pense que ça contribue à transformer l'organisation. Évidemment, il faut pour ça que le programme ait une pérennité, qu'il dure au-delà des 2-3 années qui sont canoniques, et après lesquelles on décide généralement d'arrêter les programmes. Voilà. Et donc, on vient de voir les bénéfices. Donc, quelles sont les conditions essentielles, selon vous, pour que ça marche et que ces nouvelles pratiques se pérennisent, justement? Donc, comment gérer, et notamment, comment gérer le cas des porteurs de projets qui ne vont pas au bout, qui échouent, qui arrêtent. Donc, Peggy, tu as déjà commencé un peu à répondre dans la question précédente, notamment en parlant des DRH et de leur implication. Donc, je te laisse continuer sur, selon toi, quelles sont ces conditions essentielles pour que ça marche. La première, je dirais que la condition principale, essentielle, c'est vraiment d'avoir un soutien très fort de la direction générale sur le sujet. Si on part tout seul et qu'on n'est pas soutenu, c'est forcément voué à l'échec. Et alors un soutien avec une feuille de route claire, des ambitions qui sont définies, qui sont partagées, et pas partagées uniquement par la direction de l'innovation, parce que c'est pas juste le seul fait d'une direction d'innovation, c'est quelque chose qui doit être coporté avec toutes les parties prenantes, dont les RH, qui reviennent beaucoup dans la discussion. Et puis un soutien aussi concret, avec une équipe dédiée, un budget dédié, parce que si on n'a pas de moyens, on s'essouffle vite à accoucher d'une souris. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors après, sur la question de comment on gère les intrapreneurs qui n'arrivent pas au bout ou dont le projet ne fonctionne pas. Alors, nous, encore une fois, c'est un dispositif qui est relativement jeune, donc c'est la 3e année cette année. Et on a eu à peu près 120, 130 projets qui nous ont été soumis. On en accompagne une petite cinquantaine. Et sur la cinquantaine qu'on accompagne, pour l'instant, on a un seul échec. Mais un échec sur le plan du projet, vraiment. Mais c'est plutôt sur le plan RH, c'est absolument pas un échec, parce que ça a été l'occasion de repérer des talents qu'on n'avait pas forcément repérés. Et qu'en attendant qu'on construise quelque chose un peu institutionnel sur comment on accompagne ces intrapreneurs après, côté innovation, on a réinvesti ces porteurs de projets qui n'ont pas continué leur projet. Et du coup, maintenant, ils font partie de nos référents innovation, ils sont associés à nos comités d'évaluation des projets. Voilà, on les associe, on les réinvestit dans la dynamique d'innovation, quoi. Mais c'est pour un cas. Mathieu, je t'ai vu hocher beaucoup la tête, surtout quand Peggy a parlé de l'aval de la direction. Donc j'imagine que tu es d'accord. Oui, je crois que je l'avais effectivement aussi dans ma liste, comme tout le monde. Je rajoute même, si on a la chance que l'initiative vienne du haut, c'est-à-dire que c'est eux, moi dans mon cas, c'est eux qui ont décidé de le faire, et puis après on s'est organisé pour le faire ensuite. Je pense que c'est effectivement la clé.
Tu l'as parlé aussi des moyens. Hein. Je pense que malheureusement, on est sur de l'accompagnement, innovation, management, RH. Donc on a besoin de moyens, on a besoin de temps. J'en rajouterai un parce que vous avez cité Nicolas Brie d'Orange. Il y en a un qui paraît essentiel aussi, c'est le pourquoi on le fait. Pour en avoir rencontré beaucoup avant de créer le nôtre, Michelin et d'autres, je pense que c'est capital de se dire pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et toutes les raisons sont les bonnes, mais j'ai trouvé, il y a plein d'entreprises qui font pour des raisons très diverses. Il y a des gens qui font ça pour sauver. J'ai rencontré une société en Savoie qui était une filiale d'un grand groupe et qui allait fermer. Donc elle a créé ça, elle avait 1 an et demi. Le directeur du site a dit, moi je fais ça, vous m'apportez aux vertes, venez me voir. Si vous avez des idées, je vous finance, je vous aide, je vous forme, parce qu'on essaie de sauver le site. Il y a des gens qui font ça pour de la com, il y a des gens qui font ça pour du RSE, il y a des gens qui font ça pour du business. Peu importe, mais il faut vraiment savoir pourquoi on le fait, parce que sinon après on est à côté en fait, je pense, sur ce qu'on délivre. Et si on peut être d'accord sur le pourquoi on le fait avec tous les membres de l'ESCOM, c'est pas forcément évident, mais voilà, je pense que c'est important, le pourquoi. Et toi, Marc, tu as quelque chose à ajouter, notamment sur pour que ça marque et pour que ces pratiques se pérennisent? Alors, c'est sans doute pour nous, avec 10 ans d'expérience, la question qui se pose. Au départ, quand l'entreprise a décidé de lancer ce grand appel à idées, c'était quand même en réponse à une question de se dire est-ce que finalement cet objet rond et noir va suffire à apporter la croissance du groupe. Donc c'était une question assez légitime. Aujourd'hui, si vous allez visiter le site web de Michelin, vous verrez qu'on ne parle quasiment plus de pneumatique. On se voit comme étant le leader dans le domaine des flexibles composites, comme on dit, durables. Donc le pneu étant un de ces produits-là. Donc le shift en fait a été fait. Donc le shift de l'entreprise qui est sorti de son marché cœur, il a été fait. Donc on peut se poser la question, est-ce que l'entreprise a encore besoin d'un Innovation Lab pour demain? Mais quoi qu'il en soit, dans la dimension personnelle, dans la dimension augmentation des compétences, je pense que la réponse est très très claire. Et on peut se poser la question si demain, en fait, on n'est pas là comme acteur de développement des talents d'une entreprise, plutôt que réellement créateur de business pour demain. C'est sans doute aussi. Et dans ce cadre-là, les RH sont clés. Ils sont clés au départ pour faire du recrutement, ils sont clés pour suivre les progrès, et ils sont clés aussi pour replacer les personnes. Parce que quand effectivement une initiative va se transformer en quelque chose de concret, filiale du groupe, département, nouveaux produits, peu importe, il y a un certain nombre de personnes qui ont participé à sa création qui vont suivre. Mais il va aussi y avoir plein de personnes qui ne voudront pas suivre. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé qu'explorer, c'est quand même plus sympa qu'exploiter. Et on a déclenché chez eux des compétences ou des envies cachées, je ne sais pas, vous les appelez comme vous voulez. Et donc il faut pouvoir les gérer, ces personnes. Donc là, les RH sont clés. Et puis nous, on croit qu'on va pousser beaucoup d'idées. On a 21, 22 équipes dans le domaine de l'incubation aujourd'hui dans le monde. Et on a un rythme à peu près d'une nouvelle, je dirais, proposition de valeur qui sort par an. Donc il faut imaginer qu'il y a beaucoup de déchets. D'accord ? Et c'est normal, parce que si on ouvre très 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 large, forcément, des fois, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des échecs, hein, ça peut être des petites choses. Michelin ne va pas s'intéresser à un business de 10 millions d'euros. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc on est face à parfois des situations où l'employé va vouloir sortir du groupe et créer sa propre société avec. C'est des choses un peu nouvelles qui se posent à nous. Et puis pour ceux pour lesquels ça va malheureusement s'arrêter, pour de bonnes raisons, il va falloir les replacer en entreprise. Donc effectivement, le fait que les RH puissent suivre, que le programme soit certifiant, qu'ils développent des compétences, qu'ils sont reconnus dans des postes, et ainsi de suite, je vous passe toute la grande structuration des grandes entreprises sur ces sujets-là, c'est quand même quelque chose de très important. Merci Marc. Et du point de vue de l'intrapreneur, qu'en penses-tu? Alors moi je pense que si je veux devenir entrepreneur, je vais chez Michelin. Si je veux réussir les projets, je vais chez Peggy. Et si je veux du sponsor, je viens chez Mathieu. Alors le sponsor, c'est clair, c'est clé. Mais alors, je ne vais pas redire ce que vous avez dit. J'aimerais tellement dire des trucs, mais on va exploser le compte. La confiance.
Ça, c'est faire confiance aux entrepreneurs, aux gens qui se lancent dans l'aventure, mais leur faire confiance vraiment. Ça, c'est un point indispensable. Et le cadre, c'est OK, voilà, vous avez ce terrain de jeu, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce terrain de jeu. Et après, vous allez avoir de la méthode, de l'accompagnement, de School Lab notamment, ou un suivi pour prendre conscience de votre part. Mais en tout cas, les règles sont claires. Le budget, vous ne le gérez pas, c'est nous. Ouais, mais si j'ai pas le budget, comment je fais moi et à chaque fois, il faut que je demande à papa, maman l'autorisation pour avoir de la prestation. Ça, c'est hyper frustrant. Hein, c'est petit message personnel. Mais enfin voilà, c'est confiance, cadre, et après la suite. Les RH, ils ne savent pas quoi faire. Enfin, en gros, c'est pour résumer ce que vous venez de dire. C'est année 1, on lance l'innovation. Allez hop, on ouvre les portes, allez-y, innovez, faites ce que vous voulez. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a des projets qui n'ont rien à voir avec le business model de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on en fait de ces projets-là? Bon, on les tue ou alors on les met dans la roadmap, mais en général, ok, ça meurt. L'année 2, c'est ok, on met du pourquoi on fait une innovation, du coup. Et donc là, ok, on a en fait un axe stratégique. Et donc, on va faire de l'innovation dans ces axes stratégiques-là. Et donc là, en fait, on va faire des entrepreneurs, mais on n'a plus cette liberté d'innover quelque part, on se bride un petit peu. Et l'année 3, on meurt. Il n'y a plus d'innovation. Donc, mais le pourquoi, les sponsors, le cadre, c'est hyper important pour structurer cette démarche-là, quoi. Et accompagner les RH aussi à accueillir. Enfin, moi, en tant qu'entrepreneur, on me regarde, on me dit, mais t'es qui, quoi? Enfin, ouais, ok, mais va faire ta boîte. Ou je sais pas. Ils sont perdus quelque part. Ils sont vraiment perdus par rapport à ce nouveau type de salarié. Il y a le salarié, il y a l'entrepreneur, et puis il y a l'entrepreneur. Voilà. Et ça finit par freelance, en général. Ça va être très dur de conclure, Véronique, mais je te laisse faire. Je vais essayer on a fait comme ça, là, on a fait des verticales, je fais en horizontal. Donc, pour moi, je pense qu'il faut d'abord que l'entrepreneuriat et le programme d'entrepreneuriat s'inscrivent dans une politique d'entreprise. Donc, il y a un vrai intérêt à ce que ça ait lieu, à ce que cette chose qui est un peu dérangeante se déroule. Ensuite, il faut penser à avoir une stratégie, à formuler une stratégie. À minima, il faut savoir pourquoi on le fait, donc quels sont nos objectifs. Ça nous permettra de mettre en place des outils de mesure de performance, parce que c'est quand même important de pouvoir dire notre programme fonctionne bien. Et pas uniquement en termes de nombre de projets successful, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut mesurer qui peuvent faire dire que le programme fonctionne bien. Donc connaître nos objectifs, avoir des moyens qui soient cohérents avec nos objectifs, c'est souvent ce qui manque. En particulier, il faut penser qu'un projet, il va vivre peut-être 2-3 ans, et donc il va devoir être financé pendant 2-3 ans, et qu'à chaque saison, il y aura un backlog, on va dire, de projets, que ça coûtera de plus en plus cher. Donc ça, il faut en tenir compte. Et puis, je pense qu'en entrepreneuriat, le diable est dans les détails, donc l'exécution est vraiment très, très importante. Donc même si on a la politique, la stratégie qui sont clairs, après c'est l'exécution. Et là je dirais que c'est vraiment l'équipe qui anime, qui promeut l'entrepreneuriat, qui gère le programme, sa qualité, sa valeur est vraiment très importante. Et je dirais que la communication aussi est très importante. Il y a un habillage, un programme, il y a des partages d'informations, il y a une manière de rendre attractives certaines choses, il y a une manière de rendre claires certaines choses qui font que tout le monde peut adhérer assez facilement. Et puis, il y aurait une discussion qui est un peu compliquée parce qu'elle est vraiment impactée par les aspects culturels. C'est quelle récompense pour les entrepreneurs? L'entrepreneur qui réussit, l'entrepreneur qui rate, est-ce qu'il doit être récompensé? Moi, je pense que oui. Comment? Là, il y a une grosse question. Mais en fait, il faut se poser quand même la question des récompenses. Voilà, en 2 mots. Merci. Et on va terminer avec la dernière question. Et cette fois, on est pris par le temps. Donc vraiment,
s'il ne fallait en citer qu'une, une, c'est pas deux, c'est une, s'il ne faut en citer qu'une seule, quelle serait la grosse bêtise à éviter? Alors, commençons par, allez, Maëlle, du point de vue de l'intrapreneur, quelle serait la grosse bêtise à éviter côté intrapreneur? C'est l'ego. En fait, on fait pour le compte d'eux. On s'inscrit dans une stratégie et on ne fait pas pour soi. Et ça, l'ego, il faut le mettre, il faut savoir le diminuer, l'augmenter aussi parce que c'est un moteur puissant. Mais l'ego, si tu veux faire ton truc, lance-toi, quoi. Fais créer ta boîte, vas-y, lance-toi. Mais sinon, tu fais pour le compte d'eux, donc tu dois rendre des comptes à des sponsors que tu ne peux pas négliger. Si tu fais sans eux, t'es mort. Merci. Peggy? Moi, je dirais ne pas vouloir aller trop vite. C'est-à-dire, il a été question d'effectuation, de faire avec ce qu'on a dans le frigo. On commence petit, on se fixe des petites preuves de concept, des petits périmètres, et puis ensuite on a nos petites victoires. Et c'est une fois qu'on a ces petites victoires qu'on peut continuer à convaincre et aller plus loin. Surtout pas se fixer une marche trop haute à monter et qu'on n'arrivera jamais à monter. Marc? Moi, je dirais, faut pas tout dire. Faut jamais tout dire et surtout éviter de demander l'autorisation. Donc, bien, Mathieu, tu as le mot de la fin. Moi, il faut qu'on s'applique à ce qu'on essaye d'apprendre aussi aux personnes qui sont dans les projets. Je pense qu'il faut être agile et il faut changer le programme, l'adapter, le faire pivoter en permanence pour s'adapter à ce qu'on est en train de créer, s'adapter à l'entreprise qui bouge et conserve. Donc bouger, s'adapter, je pense que c'est indispensable pour la survie du programme. Donc le responsable de programme est finalement le premier intrapreneur aussi. J'ai peur un peu, oui. Eh bien, merci beaucoup. On va laisser place à des questions. Je me demandais s'il y avait un micro qui tournait, sinon c'est moi qui vais... Alors, est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes? J'en vois une. Merci. Moi, je suis dirigeant d'une entreprise de 60 personnes à Lyon, avec une forte culture intrapreneuriale. Mais je n'ai pas d'innovation lab. Je ne peux pas m'offrir l'Institut de l'entrepreneuriat. Mais je pense que j'ai des intrapreneurs. Mais à quel moment, dans des contextes comme les nôtres, dans nos petites entreprises, on prend le titre ou la fonction ou le statut, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'intrapreneur, sans passer par un Innovation Lab? Alors, je vais juste clarifier. Donnez quand même votre prénom. Pardon, Thibaut. Voilà, et à qui s'adresse votre question? À celui qui voudra bien me répondre. Alors, je peux essayer. Quand j'ai regardé là, tout ce qui se passait en fait, dans l'intrapreneuriat, en fait, l'intrapreneuriat tel qu'on le décrit là, c'est quelque chose de très processé, qui existe, mais c'est organisé depuis 10 ans, en fait, notamment aux États-Unis. Mais en fait, l'intrapreneuriat, ça a toujours existé. Il y a toujours eu nous, il y a 120 ans, quand le premier Mérieux a décidé de se lancer et sortir du laboratoire de Pasteur pour créer son propre laboratoire d'analyse médicale dans Lyon, c'était déjà l'entrepreneuriat. Ça a toujours existé. Il y a des sociétés qui ne fonctionnent que comme ça. Virgin, par exemple, qui dès qu'il y a un gars qui a une idée dans un coin, on lui donne de l'argent, il va créer une spin-off et il va faire un truc. Et en fait, je pense que par essence, une société petite doit forcément garder cet esprit entrepreneurial. Donc il faut essayer de ne pas le casser, il faut essayer de limiter le nombre de spans dans l'entreprise et de ne pas faire ce que font les grosses entreprises qui sont un peu obligées de faire ces silos. Je pense que là je reviens, je prends plus ma cassette de gestionnaire de programme, mais il y a toujours des cycles dans les entreprises. Et il y a des moments où il y a des coups de bourre, il y a des moments où on a fini l'activité et on reprend un peu de souffle. Et là, ça, c'est un super moment, en fait. C'est un super moment pour ouvrir les portes. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Comment on peut faire mieux? Quelqu'un a une idée?
est-ce que tu pourrais pas prendre un peu de temps pour élaborer ton idée et aller plus loin? Je pense les structurations telles qu'on vient de faire là, avec des gens qui s'occupent que ça, non, des 2 personnes dédiées à ça, c'est sûr que c'est des grands groupes. Mais dans les petites entreprises, je pense que c'est naturel. Il faut juste avoir cet esprit et avoir l'ouverture de dire, écoute, j'ai l'impression que tu as une idée, j'ai l'impression que tu es convaincu par ton truc là, et ben vas-y, montre-nous ce que ça vaut. Je peux compléter, enfin, ouais, c'est l'essaimage. Moi, j'avais, en fait, quand j'étais dans une petite entreprise, je me sentais libre d'aller parler d'un projet, d'innovation, des choses en rapport avec la stratégie d'entreprise. Donc ça, il faut qu'elle soit bien partagée et dire, bah attends, j'ai une idée là-dessus, et j'allais récupérer les gens. Et en fait, on prenait un peu de temps en plus pour travailler une idée ou chercher à... Et en fait, ça faisait des petits dessins comme ça. Et dès que vous avez ça, ben, vous avez cette culture-là dans votre entreprise, je pense. Ça répond à la question. Une autre question peut-être? Alors, prénom s'il vous plaît et à qui s'adresse la question? Moi, j'en aurais plein à poser à Véronique après. Donc bonjour à tous, Élise. J'avais une question en fait sur donc pendant la période d'intrapreneuriat, la relation entre employé et employeur, elle se trouve chamboulée. On sort des processus, on sort de la structure de l'entreprise, de la hiérarchie. Est-ce que vous avez du recul sur la manière dont se passe ce retour dans l'entreprise et la perte du coup de cette liberté, de cette autonomie qui a été donnée, notamment dans le cas où on est sur un détachement complet de l'intrapreneur? Oui, peut-être Marc ou Véronique sur le retour avec les autres. Je sais pas, il faudrait leur demander en fait. On aurait dû venir avec quelqu'un qui a vécu la chose, parce que moi je ne l'ai pas vécu. C'est pas une période qui est simple. En fait, déjà, il y a le niveau de douleur que ça va être d'arrêter. D'accord. Qui a un impact fort. Je fais 2 exemples. Si l'initiative s'arrête parce que l'équipe d'elle-même réalise qu'il n'y a pas de marché, ou que la solution qui était imaginée n'est pas réalisable, ou elle a un TRL faible, si c'est vraiment quelque chose de le niveau de douleur va être relativement faible. Si l'équipe, tout va bien, c'est génial, et on a eu le cas, les clients sont là, les machins, un changement de chef, un changement de sponsor, un changement de direction de l'entreprise qui n'est pas constamment linéaire, et on dit stop, le niveau de douleur, il est extrême. Parce qu'ils ont la sensation d'avoir mené leur mission telle que l'entreprise leur a confiée jusqu'au bout, d'avoir prouvé la désirabilité, d'avoir et stop. Là, le niveau de douleur, il est énorme. Donc il y a déjà cet aspect-là. Après, ce qu'on a observé, nous, c'est que la transition, elle est très dépendante de la personne. Très, très dépendante. On a vu des cas où des gens semblaient très bien accepter la transition et en fait, c'était compliqué. Et puis l'inverse. Après, je pense aussi que le temps que l'on met pour retrouver un poste à la personne, il est critique. Les gens comprennent que prendre 1 mois, 2 mois, bien faire le rétex, bien comprendre ce qu'ils ont appris, faire le bilan des compétences, ça c'est acceptable. Quand ça dépasse les 3 mois, ça commence à être méchamment long. D'accord ? Méchamment long. Ils passent des entretiens en interne, ils se font jeter, bref, et donc ils se disent, mais finalement, j'ai fait tout ça, pourquoi ? Donc je n'ai pas vraiment une réponse dessus, mais la seule question c'est d'anticiper. Alors, comme on l'a dit, c'est des gens qui ont une visibilité à un certain niveau, donc on peut imaginer que ça a joué, mais ça ne joue pas dans tous les cas. Ça va jouer dans les cas de ceux qui ont compris, comme disait Mathieu. Ceux qui n'ont pas compris, ça ne va pas fonctionnement marcher. Je parle des sponsors là-dessus. Et puis après, essayer de s'assurer qu'au moins ils retrouvent un poste qui convienne à ce qu'ils ont envie de faire. Mais la transition peut être compliquée, oui, c'est sûr. Oui. Oui. Et puis alors, comme je disais, certains vont décider de quitter l'entreprise. Non, pas douleur trop forte, mais déclenchement de l'envie d'explorer. Voilà. Une question ici. Oula, beaucoup de questions. Ce n'est pas une question, c'est une proposition. Peut-être qu'on peut appliquer la perte acceptable pour créer son programme d'intrapreneur dans l'entreprise. Et pour le coup, commencer par embaucher des collaborateurs qui sortent de M Lyon, Centrale, INSA, pour faire un projet d'intrapreneur.
Ouais, c'est une piste. J'ai vu ici, je suis plus près. Bonsoir, je m'appelle Asser et ma question est pour Véronique. Oui. Je serais bien curieuse en fait de voir dans les recherches et les travaux que vous faites où va l'entrepreneuriat, à quoi ressemblerait, pourrait ressembler l'entrepreneuriat au XXIe siècle, dans cette deuxième partie, dans un monde qui va devenir de plus en plus incertain et de plus en plus fluctuant. Et quel type de profil est-ce qu'on arrive à peut-être esquisser ou pas? Bon, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Les deux choses qui me paraissent, que je semble pouvoir discerner, c'est une orientation de plus en plus forte vers l'entrepreneuriat à impact. Donc, c'est vraiment, enfin, il y a beaucoup de programmes maintenant qui tournent autour des questions sociétales et environnementales. Donc, beaucoup de projets à impact et de voir que l'entrepreneuriat est vraiment un levier pour modifier le positionnement de l'entreprise, en fait. Donc, ça, d'une part. Et l'autre chose, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est l'émergence d'organisations entrepreneuriales, c'est-à-dire où tous sont des entrepreneurs. Donc, ce n'est pas 20 personnes, ce n'est pas 20 projets, c'est une culture entrepreneuriale, une culture, donc une organisation extrêmement plate, où chacun est force de proposition, où il n'y a pas vraiment de chef. Et donc, il y a plusieurs exemples de ça, dont il y a W.L. Gore qui est connu, une organisation qui est une grande organisation, qui fonctionne sur ce principe. Plus près de nous, on travaille avec Make Sense. Make Sense, c'est aussi un très bon exemple d'une organisation entrepreneuriale. Donc ça, c'est aussi peut-être une évolution future de nouvelles organisations. Peut-être que les nouvelles générations ne vont plus accepter ou de moins en moins accepter la hiérarchie, et donc vont se tourner vers des formes. Alors ça s'applique moins bien au secteur automobile qu'au secteur du conseil. Mais définitivement, dans certains secteurs, on peut imaginer que l'organisation est composée en majorité d'entrepreneurs. Je ne sais pas si ça vous inspire un peu ou, Pour compléter la question, du coup, pour rebondir, est-ce qu'en fait le manager ou les directeurs font leur marché dans une entreprise? En gros, tu parlais d'organisation à plat, c'est-à-dire il y a les têtes de pont qui portent une stratégie, et après, en fait, selon leur pitch, ils vont recruter des gens qui vont vouloir travailler pour elles dans l'entreprise. Ça y est, tu passes de Michelin à cette entreprise. Il n'y a aucune relation qui est obligatoire. D'accord. Tu dois convaincre ton équipe. Bonjour Sandrine, vous êtes plusieurs à avoir cette problématique de réintégrer justement ces entrepreneurs après leur parcours. Il y a des initiatives aujourd'hui sur les parcours de recrutement avec une start-up notamment qui lance le fait de récupérer le deuxième candidat. Quand il y a un parcours de recrutement, il y a une personne qui est sélectionnée, mais souvent le deuxième et le troisième sont très bien aussi. Et donc l'initiative de cette start-up, c'est de dire en fait on peut se mettre en réseau pour récupérer ces candidats qui ont été quand même très valeureux, mais pour autant dont j'ai pas la place pour elles. Est-ce que entre vous, il y a une sorte de réseau qui se crée aussi, ou qui pourrait se créer, de dire qu'il y a des intrapreneurs par exemple de chez Michelin qui pourraient peut-être trouver des débouchés chez vous Mathieu, ou chez Philippe, Alors nous, tous les médecins du HCL sont les bienvenus, ça c'est sûr. Mais sinon la réponse est non. J'ai pas ça. Non, je crois que j'avais une étude là qui disait qu'en fait les vrais entrepreneurs dans une entreprise, on est entre 3 et 6%. Donc c'est pas beaucoup. Et en fait, c'est un peu la zone grise entre la personne qui en fait n'a pas franchi le pas de l'entrepreneuriat, mais qui est vraiment sur le borderline en fait. Donc ce que je me dis, c'est que l'évolution d'après, c'est qu'en fait ils partent. Et nous on voit là, on a
bioMérieux a fait l'acquisition d'une société en plein milieu de la Silicon Valley à San José. Et alors on a présenté le programme là-bas, ça a été une hécatombe. Ils voulaient tous candidater, mais parce qu'ils voulaient tous se barrer, quoi. En fait, ils ont tous un programme en fait, dans la tête. Ils sont là pour se refaire la fraise et puis voilà, parce qu'ils ont une expérience qui a loupé, et donc ils ont des problèmes financiers. Et donc je pense qu'on adresse ces gens-là. Et donc, et je pense que c'est une perte acceptable, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a certains qu'on va perdre. Et notamment nous, dans les personnes, ça rejoint un peu votre question, dans les personnes qui ont candidaté mais qui n'ont pas été pris, le taux de départ est 2 fois plus élevé que le turnover classique de l'entreprise. Donc on adresse des gens qui sont déjà un peu sur le départ. Et donc ça veut dire que les gens qu'on prend, ben on les garde. Et souvent, quand leur projet marche, on les garde pour longtemps. Donc il y a une vraie valeur, à mon avis, de ce côté-là. Ils viennent... Alors, tu parlais desquels? Des gens qu'on garde, finalement? Eh ben, il y a tout. Nous, dans les programmes, on retrouve de tout. D'ailleurs, Élise, dans son équipe, dans la même équipe, on a les 3 cas. C'est-à-dire, on a une personne qui a dit écoute, moi, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, j'ai une autre opportunité de job et donc je vais la prendre. J'étais content de me bagarrer pendant l'incubation. Je suis content que le projet soit sélectionné et qu'il démarre. Mais en fait, voilà, le démarrage, c'est moins intéressant pour moi. J'ai une opportunité, je la prends. Il y a une autre personne qui a dit moi, je suis vachement intéressé par faire le 0 to 1, que le truc démarre vraiment, parce que là, on nous a donné le go et donc j'ai plein d'énergie. Mais je ne me vois pas faire le run après. Donc, je vais faire 6 mois. Je démarre le truc et puis je dis tout de suite que dans 6 mois, je vais embaucher la personne qui va me remplacer. Et ça, c'est super. Et il y a une autre personne qui a dit non, mais moi, je prends le job, ça me va. Bon, en fait, au bout de 8 mois, il est parti en congé sabbatique quand même. Mais en tout cas, on avait dans la même équipe, les 3. Et en fait, c'est ce que je dis dans les personnes qui candidatent, tout est OK. Il n'y a aucun problème. Tout est bienvenu. Vous êtes mis en danger, vous êtes mis en avant pour proposer une idée, aller à défendre France au comité exécutif, vous êtes bagarré pour qu'elle fonctionne, vous avez passé un temps fou, vous êtes... et ben voilà, enfin je veux dire c'est super ce que vous avez fait, on ne vous demande pas après d'amener le truc jusqu'au marché, hein, c'est pas grave. Juste pour compléter, et puis je vais peut-être relire ce que tu disais, ce que disait Thibaut au départ. D'abord, nous on a beaucoup d'idées, des gens qui ont poussé l'idée jusqu'à un certain point et qui ne veulent pas continuer. On a ce qu'on appelle les idées à adopter. On s'aperçoit que c'est très compliqué que d'autres adoptent des idées de quelqu'un d'autre, parce qu'il faut quand même incarner le sujet. D'accord ? Donc je ne suis pas sûr qu'un numéro 2, un numéro 3, si le sujet ne lui parle pas, je ne suis pas sûr qu'il soit là. À part vous dire, allez hop, je prends un job, ça ne va pas durer longtemps, parce que l'aventure est compliquée. Non, par contre, on a failli faire, nous, on a failli recevoir une équipe de la Banque de France. Parce qu'ils ont effectivement, le Banque de France a un gros site sur Clermont-Ferrand. Et ils avaient leur propre programme, ils avaient gagné. Et la question, c'est comment on les accompagne, sachant que la structure d'accompagnement de la Banque de France était à Paris. Et puis ça ne s'est pas fait pour N raisons. Mais il y a peut-être quelque chose à faire, et je fais un lien donc, avec ce que disait Thibaut. Effectivement, une PME, une petite entreprise ne peut pas se payer 1 000. Pas de souci, c'est évident. Par contre, peut-être que les grosses organisations pourraient accueillir, d'accord, des intrapreneurs. Alors sans doute pas à temps complet, parce que j'imagine aussi que les petites structures ne pourraient pas dégager leurs employés à temps complet, mais pourraient peut-être s'organiser pour accueillir et aider, je dirais, des employés de plus petites organisations. C'est un truc qu'on réfléchit, nous, avec le village agricole là, sur Clermont, pour se dire justement par rapport à leurs adhérents, est-ce qu'il y a quelque chose à proposer? Donc ça, c'est un truc à défricher. Oui, alors je pense qu'il y a quand même une notion de lieu physique. Faut que ça soit là aussi le lieu doit être incarné, quoi. C'est la base, c'est là où on peut tout se dire, c'est là où il y a des coachs, c'est là où on casse les codes de hiérarchie. Il y a quand même... Alors, effectivement, une difficulté, je finis là-dessus, qui est remontée très rapidement, c'est la propriété intellectuelle. Et là, il y a des règles à mettre en place qui ne sont pas forcément très simples. Et juste pour illustrer, parce qu'on a aussi eu ce cas-là, même dans les grandes organisations, on a eu un
porteur de projet dont le projet était hyper intéressant mais qui cochait pas toutes les cases de notre dispositif. Et pour autant, on voulait quand même le soutenir, mais on n'avait pas forcément des propositions à lui faire en interne. Et on a croisé avec BNP Paribas, qui a un dispositif d'intrapreneuriat à impact. C'est justement le projet collait complètement avec ce qu'il souhaitait faire. Et du coup, on a nos intrapreneurs qui est parti, alors à hauteur de ce qu'il peut partir en travaillant dans un hôpital. Donc il y allait une journée par semaine ou une journée tous les 15 jours, mais qui a été incubé pendant 6 mois par un lab externe et qui plus est privé. Et le résultat est plutôt concluant pour tout le monde. Le temps tourne malheureusement, donc je vais vous proposer de passer au cocktail. En attendant, vous avez à gauche l'annuaire, ça veut dire le nom, le contact de tous les intervenants que vous avez vus aujourd'hui. Et pour continuer à poser vos questions, ou notamment pour savoir à qui vous parlez pendant le cocktail. Et de l'autre côté, le QR code de notre site pour aller retrouver toutes nos productions et notamment, pourquoi pas, y laisser des messages et intégrer notre communauté. Voilà. Donc merci aux panélistes, hein, merci vraiment beaucoup d'être venus. Et puis au cocktail alors.